Pour introduction, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter le FBO, le Family Buyout. C'est un cas particulier du LBO, le Leverage Buyout, et de l'OBO, le Owner Buyout. Donc, il s'agit d'une opération capitalistique pour les dirigeants actionnaires entrepreneurs et qui permet de vendre leur société tout en conservant l'entreprise au sein de la famille. Beaucoup de chefs d'entreprise veulent des liquidités, veulent du cash, veulent vendre leur société, mais en même temps, ils veulent pas la vendre. Ils veulent la garder, ils veulent garder des responsabilités. Ils veulent permettre à leurs enfants, à leurs familles, à leurs neveux, leurs petits-enfants de gagner en responsabilité dans l'entreprise, de construire leur capital futur, de payer également moins d'impôts et de continuer la croissance. En fait, le FBO permet de faire tout ça. Et c'est magique. Donc, on va le présenter dans les prochaines minutes. Je vais donc commencer par me présenter. Je vais présenter un petit peu l'entreprise, entreprise et décisions. Et puis ensuite, je vais aussi essayer de répondre à vos différentes questions. Alors, mon entreprise, c'est Entreprise et décisions, conseil en fusion-acquisition depuis plus de 30 ans, l'art de sublimer la valeur de votre entreprise. Et donc, l'idée, c'est toujours d'innover dans les opérations capitalistiques. On intervient sur des sociétés de 1 à 100 millions d'euros de valorisation et notre métier, c'est pas seulement trouver les contreparties, les investisseurs, les financiers, parce qu'on fait évidemment le financement. C'est aussi d'abord aider le dirigeant à se poser les bonnes questions, le coacher pour aider le dirigeant et sa famille à améliorer leur bonheur, leur efficacité, leur productivité. Également, conseiller l'entreprise à améliorer l'organisation, la stratégie, la finance. On va également faire la comptabilité analytique financière pour analyser les coûts fixes, les coûts variables. On propose en option les services juridiques, les avocats, l'optimisation patrimoniale et fiscale. Et enfin, on est conseiller en fusion-acquisition et on va mettre en place un appel d'offres compétitif pour comparer les financements bancaires et également les autres investisseurs qui pourraient intervenir sur l'opération. En moyenne, une opération capitalistique, c'est une année de travail. Donc, on essaie d'intervenir sur des sociétés qui soient pas trop petites. Et quand il y a des dossiers qui sont un peu plus petits, on va essayer d'aider le dirigeant sans que ça nous prenne trop de temps, parce que quand on a un dirigeant qui a une petite société de 1 ou 2 millions d'euros de valorisation, on peut pas investir le même temps que pour une société beaucoup plus grosse. Voilà un morceau de notre équipe, une équipe assez complémentaire. Alors certes, on est basé à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, mais on intervient dans toute la France et en Belgique et à l'international. Donc on aide les dirigeants à vendre leur société pour s'internationaliser. Et on intègre également dans l'équipe Alexis Madec, qui est avocat et qu'on essaye de positionner comme d'autres avocats sur les missions, parce que très souvent, nos clients choisissent leur avocat historique pour faire leur opération capitalistique et ils perdent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité à cause de ça. Exemple, hier, j'avais encore un dirigeant qui me disait qu'il avait mis en place un amendement copé, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il a créé une holding pour avoir la possibilité un jour de vendre la filiale et ne pas payer l'impôt sur la plus-value. Et donc, je lui ai expliqué en 5 minutes hier que ce que son avocat lui avait conseillé depuis 15 ans et validé par son expert comptable est une grossière erreur. Déjà parce que si jamais il vendait sa société demain, il va devoir quand même payer 3% d'impôt sur la plus-value. Et donc 3% d'impôt, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais en plus, il y a des options, des possibilités aujourd'hui de ne pas payer du tout d'impôt sur la plus-value quand on vend sa société. Et surtout que cette holding intermédiaire va bloquer l'argent à l'intérieur de cette holding et ça va l'empêcher de toucher cet argent à titre personnel. Et quand on a fait les calculs, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus intéressant de ne pas utiliser cette holding. Donc il a perdu 15 ans de holding, 15 ans de frais financiers, d'experts comptables, d'avocats, de temps perdu pour valider des bilans pendant 15 ans parce que son expert comptable et son avocat lui ont proposé ce schéma parce que voilà par simplicité voilà on peut dire.
On a une présence bien sûr internationale. Euh, je vais aller rapidement sur le sujet qui nous importe aujourd'hui. Alors là, c'est la fiscalité de cession d'entreprise. C'est important parce que un FBO, donc un Family Buyout, c'est une cession d'entreprise à un holding dans lequel on va être actionnaire. Et donc, c'est avant tout une cession d'entreprise. Donc, qui dit cession d'entreprise dit une fiscalité amoindrie. Alors là, on parle de la fiscalité française. Bien sûr que si on parlait de fiscalité belge, bon, bah, il n'y a pas d'impôt sur la vente des titres, donc c'est plus simple. Et si on est sur une fiscalité internationale, ça sera du cas par cas. On ne va pas rentrer tout de suite dans le détail. Donc, sur la cession d'entreprise française, si on est résident fiscal en France, on va payer le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire entre 0 et 12% d'impôt sur la plus-value et entre 0 et 17% de charges sociales, ce qui fait au total 30% de prélèvement forfaitaire unique auquel on va rajouter entre 0 et 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. On va pouvoir optimiser, parfois avec un pacte du treuil, parfois avec un apport cession, 150 au BTR, une niche copée, une cession de filiale, on a dit tout à l'heure, qui va coûter 3% d'impôt, ou encore un abattement renforcé, à moins 85% sur l'impôt. Et évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, parfois, c'est intéressant, parfois, c'est moins intéressant. Ici, les multiples de valorisation des entreprises, on est sur l'indice Epsilon Argos Mid Cap, donc des sociétés d'une certaine taille, entre 15 et 500 millions d'euros. Dès l'instant qu'on descend en taille, on va avoir un multiple plutôt proche des 5 fois l'EBITDA, mais avec des différences sectorielles. On voit que le secteur de l'édition de logiciels, services informatiques, santé pharmaceutique valent 8 fois l'EBITDA. La construction, l'automobile, commerce de gros, l'hôtellerie ou encore le marketing, 4 fois l'EBITDA. Et puis entre les deux, il y a des secteurs qui sont valorisés entre 5 et 6, comme l'industrie production, services entreprises, l'agroalimentaire ou le e-commerce. Et puis après, on voit que il y a des sociétés qui valent plus cher avec la taille de l'entreprise. Plus on vend la société chère et plus le multiple va être élevé. Et sur les sociétés de 5 à 20 millions d'euros, on voit que le multiple moyen, c'est 6,9 fois l'EBITDA et que sur cette tranche de chiffre d'affaires, 5 à 20 millions, il y a quand même 10% des sociétés qui valent moins de 3,6 fois l'EBITDA parce qu'elles sont dans les secteurs d'activité qu'on a évoqué tout à l'heure, et 10% qui valent plus que 13 fois l'EBITDA. Donc dans chaque taille d'entreprise, on a encore les écarts de valorisation. Alors là, on était dans les multiples de valorisation des startups, des sociétés de technologie. On est entre 3 et 5 fois le chiffre d'affaires en général. C'est encore autre chose. On voit que plus l'activité est récurrente, plus on va obtenir un multiple de valorisation élevé. Alors là, on parle de multiple de valorisation, mais on doit surtout parler de financement. Parce qu'on va voir que le FBO, le Family Buyout, c'est avant tout une question de financement bancaire. Et pour obtenir un financement bancaire, il faut avoir un très haut niveau de rentabilité, de cash flow et aussi de récurrence. Il faut avoir une visibilité parfaite, totale, sur le cash flow futur qui va permettre de rembourser la dette. Et c'est sur la base de cette dette qu'on va pouvoir ensuite construire la valeur de l'entreprise. En moyenne, on va multiplier par deux la dette, c'est-à-dire que si on obtient 5 millions d'euros de dette, eh bien, on va rajouter 5 millions de capital. C'est une moyenne. Alors bien sûr, il va y avoir des différences, et puis après, on fait ce qu'on veut, puisque comme c'est notre FBO, on fait notre propre family buyout, eh bien, on va choisir nous-mêmes le montant de la valorisation. On peut aussi choisir nous-mêmes le montant de la dette bancaire à condition qu'elle soit acceptée par les banques, et on va accueillir nous-mêmes les autres investisseurs au capital. Et donc là, on voit que dans chaque secteur d'activité à gauche, eh bien, quand on n'est pas sur une récurrence automatique, eh bien, le multiple de valorisation est plus faible. Alors, c'est pas totalement naturel, c'est pas totalement logique. Exemple, très souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui viennent vers moi, qui bombent le torse et qui me disent, voilà, Patrice, ma société, elle vaut beaucoup d'argent parce que j'ai des contrats qui sont sécurisés sur 5 ans, les contrats de 5 ans. Alors, moi, j'ai mis des années à comprendre à quel point c'était
pas très intéressants, ces contrats sécurisés sur 5 ans, c'est-à-dire, par exemple, un appel d'offres qu'on va gagner sur 5 ans ou un client qu'on va bloquer sur 5 ans, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce contrat qui avait 5 ans au démarrage, il a ensuite déjà en moyenne 2 ans et demi, parce qu'il a été signé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, il lui reste une espérance de vie moyenne. Si on a 20 contrats, bah, ils ont des dates différentes et en moyenne, il reste 2 ans et demi. Ensuite, à l'issue des 5 ans, il y a beaucoup de chances pour que le client relance un appel d'offres et change de fournisseur. Alors que le contrat de 1 an renouvelable, eh bien, comme il se renouvelle d'année en année, il y a 95% des contrats qui sont renouvelés chaque année en moyenne. Et donc, l'espérance de vie du contrat, c'est 20 ans. Et en plus, le client, comme il a la possibilité de changer de fournisseur chaque année, il dit, bon, on verra ça l'année prochaine. Et donc finalement, il renouvelle en disant, ben, on verra ça l'année prochaine. Et l'année d'après, il dit, on verra ça l'année prochaine. D'où les valorisations qui sont beaucoup plus élevées sur les contrats récurrents automatiques, type éditeur de logiciels en SaaS ou contrat de 1 mois renouvelé par cette tacite reconduction, comme Free, Netflix, Canal+. C'est des exemples, mais on pourrait dire la même chose pour une société de services de nettoyage, contrat de maintenance. Et donc, ne bloquez pas vos clients sur une durée fixe. Au contraire, leur la liberté de changer et ça augmente la durée de vie du contrat. Donc ça, c'est fondamental parce que ce qui est fondamental pour le FBO, c'est de trouver un financement. Donc, comment on va financer le FBO? On va le financer par du capital, par des quasi-fonds propres, des obligations simples, des obligations convertibles, des mezzanines, dettes privées, différents types de dettes, à commencer par la dette bancaire, la principale dette. Aujourd'hui, les taux d'intérêt bancaire ont descendu autour de 3, 3,5, 4% en France, en Belgique. Et on va pouvoir le compléter avec d'autres types de financement comme la facturage, le leasing ou le crédit vendeur, le complément de prix, des assurances, prospection, avance remboursable, subvention. Et donc, c'est la somme de tous ces financements qui va devenir la valeur de l'entreprise. Donc, il va falloir maximiser le niveau de dette bancaire parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Et donc, bien comprendre quelles sont les attentes des financiers, bancaires, par exemple, pour maximiser leur confiance, donc maximiser le montant de la dette sur la durée la plus longue possible et obtenir le financement le plus élevé possible. Concernant le capital, on voit que le coût du capital, c'est plutôt entre 20 et 30%, tant mieux, parce que c'est vous qui allez rester actionnaire avec votre famille. Eh bien, on va pouvoir repartir d'une feuille blanche et se dire, sur 100% du capital, combien je veux donner à mon fils, combien je veux donner à ma fille, combien je donne à mon neveu, combien je donne à ma femme, à ma nièce, à mon cousin. Alors bien sûr, je dis je donne, mais je donne pas, hein, parce qu'il va falloir acheter des titres, mais un coût raisonnable. Et combien je garde pour moi, et combien je fais peut-être rentrer un investisseur financier de l'extérieur, un family office, un fonds d'investissement, un salarié, un management ou un concurrent pour le faire également rentrer au capital. Donc toutes ces choses-là sont possibles. On va repartir d'une feuille blanche au niveau du capital et on va construire le capital à partir de zéro. Alors si on veut chercher du financement externe, on peut avoir accès à des fonds d'investissement. Voici des exemples. Et concernant les banques, elles sont là. Alors en France, c'est BPI France, LCL, Crédit Agricole, CIC, Caisse d'épargne, Crédit Coopératif, Banque Populaire, Société Générale, Banque Palatine, Crédit Mutuel, BNP, etc. Alors, le FBO, donc Family Buyout, c'est un cas particulier de l'OBO, le Owner Buyout, qui est lui-même un cas particulier du LBO, le Leverage Buyout. Donc, le Leverage Buyout, c'est la cession d'une entreprise à un holding dans lequel on va être soi-même actionnaire majoritaire de l'entreprise avec une dette bancaire. Et donc, on va vendre sa société à un holding dans lequel on va emprunter de l'argent et on va financer le reste par du capital. Quels sont les objectifs poursuivis? Dégager du cash, réduire le risque lié à son patrimoine, diversifier son patrimoine, pérenniser l'activité grâce à des personnes complémentaires, devenir rentier avec un revenu récurrent, une fiscalité avantageuse,
faire entrer le management capital, par exemple. C'est aussi une bonne affaire parce qu'on va faire plusieurs ventes. On va faire une vente aujourd'hui et on va pouvoir renouveler l'opération tous les 3, 4, 5 ans. Alors, même si la dette bancaire dure 5 ans, 7 ans, eh bien, on va pouvoir, au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, revendre la société à un nouvel holding et refaire du cash out avec une faible fiscalité. Et donc, on a des clients qui font cette opération tous les 4 ans. Et donc, en 20 ans, ils font 4, 5 sessions d'entreprise. L'OBO bénéficie de quatre effets de levier. L'effet de levier managérial, parce que comme on va mettre au capital autour de la table des actionnaires complémentaires, eh bien chacun va apporter sa valeur ajoutée et sa motivation, parce que comme il est actionnaire, il va être motivé à ce que l'opération se passe bien. Donc, exemple, quand on a un enfant qui travaille dans la société, ben, quand il devient actionnaire, il va devenir motivé. Peut-être qu'il y a un enfant qui ne travaillait pas dans la société. Une fois qu'il va devenir actionnaire, il va peut-être devenir motivé et venir travailler dans la société. Effet de levier financier parce qu'on va financer l'opération par de la dette bancaire. Effet de levier fiscal parce que les pertes du holding liées aux intérêts financiers des intérêts de l'emprunt bancaire vont être compensés par le bénéfice de la fille. Et donc, on va payer moins d'impôts sur les sociétés. Et enfin, effet de levier juridique, parce qu'avec seulement 30% de la valeur d'entreprise, on va contrôler généralement 100% de la société. Autres avantages, éviter de perdre le capital d'une société qui est risqué à cause d'une seule société, un seul secteur d'activité et un seul dirigeant. Et enfin, une séparation soft et réussie car progressive pour l'entreprise, les actionnaires, le management et les acquéreurs. Bon, ensuite, on rentre dans le détail des avantages et des inconvénients du fonds majoritaire et du fonds minoritaire ou de l'adossement industriel par rapport au FBO, le Family Buyout. Il y a des risques, bien sûr, sur le Family Buyout. Par exemple, ben, bien sûr qu'on va emprunter de l'argent, on va devoir rembourser cette dette. Et il ne faut pas que cette dette vienne contrarier la pérennité et la sécurité de l'entreprise. Il ne faut pas que la dette soit trop importante. Il va falloir bien réfléchir, bien calibrer ce niveau de dette et les remboursements. Si on emprunte 5 millions d'euros, c'est qu'on va rembourser 800 000 euros par an, net d'impôts, pendant 7 ans. Donc, est-ce qu'on est capable de rembourser ces 800 000 euros? Et pas seulement l'année prochaine, l'année d'après, etc. Bon, si la première année, on fait 1,5 million, si l'année suivante, on fait 1 million et que l'année 4, on fait 500 000, c'est pas grave parce qu'on avait mis de l'argent de côté. Mais si on fait 600 000, 600 000, 600 000, bon, on va pas emprunter, on va pas rembourser 800 000 euros par an. Voilà un exemple de FBO qu'on avait pu mettre en place, une cession d'entreprise pour un prix de 22 millions d'euros. On a emprunté 9 millions d'euros. Donc évidemment, c'est Entreprise et Décision qui fait le dossier de financement et qui va aller chercher les financements bancaires et qui va bien calibrer la dette et qui va discuter avec plusieurs banques et qui va mettre en compétition les différentes banques. Exemple, on avait mis en compétition récemment plusieurs banques pour emprunter 5 millions d'euros pour un FBO et on avait BNP qui a fait une offre au niveau des services de financement structuré à Paris. On est quand même allé voir BNP au niveau local, la banque à Lille de notre client, et BNP Lille a fait également une offre. On était sur un écart de 1 million d'euros entre les frais financiers, les intérêts bancaires et l'assurance, entre l'offre de BNP Paris et de BNP Lille. Donc il faut toujours mettre en compétition et en concurrence les banques et même la banque avec elle-même. Et souvent, les banques ne communiquent pas entre elles. On va pouvoir aussi mettre en place un financement BPI France. Avantage du financement BPI France, c'est qu'on a une franchise de remboursement de 2 ans. On commence à rembourser seulement la troisième année. Alors ici, dans l'exemple, la famille ne conserve que 66% du capital.
mais elle aurait pu garder 100% du capital. Et là, on a proposé les 4 millions d'euros complémentaires, 34% du capital, à des family office, des fonds d'investissement, des industriels. Et c'est un industriel qui a été sélectionné par la famille pour devenir actionnaire minoritaire à leur côté. Au final, on a 22 millions de ventes, 9 millions de réinvestissements et donc 13 millions d'euros de cash out qui vont pouvoir être utilisés par la famille, mais 66% de capital qui reste aux mains de la famille. Cette opération avait permis également au fils qui travaillait dans l'entreprise de monter au capital et la fille qui ne travaille pas dans l'entreprise de toucher de l'argent. Alors, sur un autre dossier, c'est à l'inverse. Les filles sont montées au capital et les fils ont fait du cash out et ne voulaient pas travailler dans l'entreprise. Donc, c'est évidemment en fonction des choix de chaque famille. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'y réfléchir et d'y travailler avec chacun d'entre eux. Et parfois, on fait des réunions collégiales avec les différents membres de la famille, mais parfois, on va aussi discuter indépendamment avec chaque membre de la famille parce que souvent, le fils, le gendre, ne nous dit pas la même chose que ce qu'il ose dire devant le père, qui souvent fait un petit peu peur. Voilà pour les slides. Alors évidemment, un exemple, un dernier exemple, ARDCOM, l'opération de cession d'entreprise. Au début, on avait un dirigeant qui nous avait dit qu'il voulait vendre sa société et finalement, il a fait un FBO dans lequel il est resté actionnaire dans la nouvelle opération et il a fait monter des salariés, mais aussi des membres de sa famille dans le capital. Et on a, pour ce dossier qui était un peu plus gros, également recruté 8 salariés, dont le directeur général, 3 commerciaux, une assistante de direction et un chef de projet.